Anis Moraï. Et tous les mercredis matins à partir de cette heure-là, on retrouve Anis Moraï dans le vif du sujet. Bonjour Anis. Bonjour Afef. Alors, comme vous l'avez si bien dit depuis un certain moment, Anis, dans le vif du sujet, propose ça chaque semaine des programmes, les différents programmes des partis politiques. Et ce matin, dans le cadre de notre émission, je vous laisse donc le soin de bien présenter nos invités pour ce matin. Tout à fait Afef, donc le souci d'RTCI de présenter à ses auditeurs et auditrices, je dirais, les différents partis politiques et programmes électoraux de ces partis politiques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de recevoir deux représentants d'illustres, à mon sens, partis politiques. D'abord, une constellation de partis, la fameuse Jabha Charbeya, oui. Une constellation de 12 partis, et son représentant aujourd'hui n'est autre que la figure de proue de ce mouvement, c'est Mohamed Jmour, le secrétaire général adjoint d'un parti des Patriotes démocrates unifiés, plus connu sous le nom de Watad, oui. Et aussi si Zine Abdin Naifer, un dirigeant au sein du parti El Moubedra Doustouriya, et qui est aussi le second sur la liste du parti sur la circonscription Tunis 2. Donc, messieurs, soyez les bienvenus sur RTCI. Nous sommes ravis de vous accueillir pour parler de vos programmes respectifs. Voilà. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Alors, en première partie, Anis, nous allons laisser le soin de nos invités de nous présenter respectivement leurs programmes électoraux. Et en deuxième partie, on va parler des éventuelles, on met ça entre guillemets, des éventuelles alliances législatives, mais aussi électorales. Exactement, mais aussi nos deux représentants viennent de deux partis qui ont un candidat au présidentiel. Ça aussi, ça va peser également, oui. Je dirais, dans les considérations post-électorales. Jabha Charbeya, si Mohamed Jmour, vous avez présenté un programme ambitieux qui tourne autour de 4 axes majeurs, l'économique, le social, le politique et le culturel. Une batterie de mesures, à mon sens, le diagnostic est là en fait, mais le diagnostic ne concerne pas uniquement le parti, la coalition de Jabha Charbeya. Tout le monde est parvenu donc à connaître réellement les maux de la Tunisie, et les partis politiques, donc dont Jabha Charbeya a présenté ce programme politique-là. Si vous nous parlez un peu du contexte économique de votre programme, notamment les points majeurs du programme économique pour commencer. Oui, merci pour votre invitation et bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Je crois que Jabha Charbeya, si elle remporte les élections, et nous croyons pouvoir les emporter, va hériter d'une situation très difficile, une situation économique qui se caractérise par plusieurs déficits, un déficit budgétaire, déficit de la balance commerciale, déficit de la balance des paiements, des indicateurs au rouge. Bon. Et devant cette situation, nous savons que c'est une tâche très ardue de sauver le pays. Il s'agit de sauver le pays de ce marasme, de ce gouffre dans lequel on l'a empêtré. D'abord Ben Ali et par la suite la Troïka. Et pour nous, il s'agit d'abord d'une volonté politique, une volonté du gouvernement de dire la vérité sur la situation, de vraiment de vouloir redresser la situation par des mesures qui demandent des sacrifices à tout le monde, bien à toutes les couches sociales, mais justement on ne peut pas demander davantage pour les déshérités, et on doit aussi compter. Nous comptons sur le fil du rasoir, c'est Mohamed. Oui, je sais, justement, il y a, à l'occasion de notre campagne électorale, nous avons découvert des situations vraiment inhumaines, sur le plan de la santé, de la nourriture, de l'éducation, c'est dégradant. On ne peut... Les besoins de base. C'est ça. Et nous comptons sur cet élan de patriotisme
chez les Tunisiens et de solidarité, l'élan de solidarité. On ne peut pas justement relever le pays sans que tout le monde n'y contribue. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous pensez faire afin de renverser la vapeur, voilà, j'oserais dire? Nous avons des orientations, vous savez, les politiques ont des orientations en général, mais ce qui reste, ce qui importe par la suite, c'est mettre ces orientations sous forme de plans et de programmes. Et nous ne croyons pas, honnêtement, élaborer tous les programmes et les plans uniquement par nous-mêmes. Nous avons besoin des compétences nationales, nous avons besoin des partenaires sociaux, des représentants de tous les groupes économiques et sociaux dans le pays. Et nous avons besoin du concours des représentants des régions. D'abord, il s'agit de prendre des mesures urgentes. Sur le plan sécuritaire, ça c'est sûr, c'est une nécessité absolue. Sur le plan économique et social. C'est-à-dire sur le plan économique des mesures urgentes. Des mesures, vous savez que notre tissu industriel est composé essentiellement de petites et moyennes entreprises. Les PME. Oui. Les PME. Donc ces entreprises ont des difficultés de liquidité et souffrent d'une fiscalité, vraiment d'une pression fiscale très importante. Donc, pour nous, il s'agit de réduire la fiscalité, de revoir la fiscalité de ces entreprises afin de limiter leurs charges et leur procurer une liquidité qui peuvent leur permettre de fonctionner. Deuxièmement, sur le plan, la Tunisie est un pays essentiellement agricole. Et nous savons que des milliers de petits paysans croupissent sous des dettes. Oui. Donc il s'agit de prendre une mesure pour eux. Une annulation des dettes peut-être rééchelonnement une annulation pour certains, un rééchelonnement pour d'autres. Mais surtout donner les moyens aux agriculteurs et les inciter à se regrouper. On ne peut pas relever la situation de l'agriculture sans une politique à court, moyen et long terme. D'accord. Sidi Abdine Naïfer, je pense que deux des points que vient de révéler Mohamed Jmour sont aussi dans votre programme, à savoir la réforme fiscale, et aussi donc cette aide qui serait donnée donc aux petits agriculteurs. Je ne sais pas comment vous allez faire. Est-ce que c'est un rééchelonnement, comme vient de le dire si Mohamed, ou est-ce que vous avez une autre technique afin d'aider donc les petits paysans, les petits agriculteurs à sortir de ce marasme-là? Merci pour votre invitation. Bonjour à tous vos auditeurs et à toutes vos auditrices. Tout d'abord, il s'agit de faire le diagnostic réel de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Nous sommes en difficulté, l'État est en quasi-faillite et nous avons des déficits structurels très très importants. Nous avons également un handicap majeur qui est la situation sécuritaire, et sans la situation, une amélioration de la situation sécuritaire, nous ne pouvons pas parler d'investissement ni d'écolement, ni de renaissance, on va dire, de l'économie tunisienne. Dans un deuxième temps, nous avons un projet qui va au-delà du fait de sauver la situation actuelle. Vous savez pertinemment que nous appartenons à un monde qui évolue, à un monde qui bouge, à un monde qui est à une 5e révolution technologique. Des pays qui jadis, comme nous, avaient commencé par un tissu industriel de PME, PMI, et qui se retrouvent aujourd'hui à fabriquer des... L'Espagne, le Portugal, la Grèce. Non, la Corée surtout. La Corée. Regardez, la Corée, elle est à sa 4e révolution économique, en un espace de 25 ans. La Malaisie. Je n'ai pas d'horizon aussi développé que vous, parce que dans les années 80, nous étions donc au même PIB que l'Espagne et le Portugal. Oui. Mais regardez l'état dans lequel se trouvent nos universités. Regardez l'état dans lequel se trouve notre administration. Est-ce que la Tunisie est capable aujourd'hui, avec l'université actuelle, de fabriquer encore des élites qui elles-mêmes seraient capables de hisser
vers le haut. Donc nous avons en fait deux étapes. La première étape, c'est de sauver l'état actuel, et puis la deuxième étape, c'est de préparer réellement la Tunisie. Des mesures concrètes. Je vous réponds. Oui. Laissez-moi le temps et je vous répondrai. Parce que les mesures concrètes, telles que vous le dites, ne peuvent pas être appliquées tout de suite. Parce qu'il y a une situation. Le diagnostic est là. Le diagnostic Non. a été fait par tous les partis politiques. Excusez-moi de vous interrompre. Par tous les partis politiques. Le diagnostic est là. Maintenant, le Tunisien est en train d'attendre celui qui va essayer de changer les choses. C'est Non. pour cela que je parle de mesures concrètes. Attendez. Changer les choses, oui. Mais changer les choses comment? Nous avons un problème au niveau de la fiscalité. Nous avons une inéquité fiscale, tout d'abord. Nous avons un problème au niveau de la contrebande, qui représente aujourd'hui 50% de l'économie nationale. Nous avons un déficit de la balance commerciale. Nous avons des importations dont nous n'avons plus besoin, qui sont vraiment de l'ordre du superflu. Nous avons une armée à reformer, à équiper, et nous avons des gens qui se retrouvent, une population qui se retrouve en deçà du seuil minimum d'une vie honnête. Nous avons 10% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Et nous avons des populations qui sont là, à 3 kilomètres de nous. Je parle de Kersh El Ghaba, je parle de Hay Rafah, je parle sur Tunis 2, qui en temps de pluie ne peuvent même pas quitter leur maison. Donc la situation est précaire dans certaines zones et les meilleures dans d'autres zones. Donc il ne s'agit pas de lancer des messages d'urgence qui laisseraient les gens dans un état d'attente imminente. Qu'est-ce que vous proposez donc? Alors ce que nous proposons, c'est tout d'abord revoir tous les déficits structurels qui ne permettent pas l'investissement. Deuxièmement, une collaboration étroite entre le gouvernement, le GTT et l'UTICA dans l'élaboration d'une paix sociale et d'un plan de gouvernement et de gouvernance qui permet au pays d'avancer dans une sorte de paix sociale en dehors des grèves et en dehors de toutes ces décisions un peu. Et nous proposons aussi de voir la stratégie générale du pays. Est-ce que nous allons évoluer vers un pays touristique, auquel cas il faut revoir tout le système? Est-ce que nous allons évoluer vers un pays de service, auquel cas il faut revoir le système? Est-ce qu'on va élargir l'assiette fiscale ou est-ce qu'on va dédouaner? Est-ce qu'on va avoir des zones franches ou est-ce qu'on va supprimer les taxes de douane en augmentant les taxes sur la valeur ajoutée? Toutes ces solutions sont là, nous les avons proposées au sein de El Moubedra, mais nous savons... Et quelle est votre vision par rapport à tous ces choix que vous venez Alors de mentionner? notre vision, c'est de permettre, parce qu'il s'agit d'une décision politique, vous savez, les chiffres, on peut en donner, en voici, en voilà. Vous entendez par-ci, par-là des partis qui vous parlent de 9%, de 10%, alors que la réalité ne permet en fait qu'une évolution qui va s'échelonner entre 3,5% en 2015 et 6 à 6,5% en 2019. Alors que d'autres partis ont tablé sur 5, 7, voire même 9%. Il s'agit d'une volonté politique. La volonté politique, c'est tout d'abord ne plus permettre à une catégorie sociale d'être en dessous du seuil minimum d'une vie honnête. C'est une urgence parce qu'il faut redonner de l'espoir et redonner quand même une vie à certaines cités. Il faut désenclaver les zones qui sont enclavées maintenant et y faire des noyaux de vie. Regardez les médecins, par exemple, qui n'ont pas été travaillés dans certaines régions du pays parce qu'ils considèrent que ce sont des régions où on ne peut pas vivre, entre guillemets. Donc il s'agit de donner vie à la cité en dehors de la capitale et en dehors de certaines zones touristiques. Donc si j'ai bien compris, c'est un peu la promotion de la démocratie locale telle qu'elle a été faite dans la Constitution. Vous-même, vous en faites donc un cheval de bataille, si j'ai bien compris. Tout d'abord, la démocratie locale d'une part, et puis nous avons également proposé de départager le pays en 5 grandes circonscriptions économiques autonomes. Région, oui. Voilà, autonome, qui va de la montagne économique. Mais nous ne pouvons pas avancer si nous ne revoyons pas notre système, le code d'investissement, par exemple. Oui. Si nous ne revoyons pas... Qui est en débat, oui. Le code d'investissement actuellement ne permet pas d'avancer. C'est un code qui a atteint ses limites. Le tissu économique également est à revoir. Le système PME, PMI, il est à renforcer, d'accord, mais il est aussi à revoir. Concernant l'agriculture, alors...
est-ce qu'on va supprimer les dettes ou est-ce qu'on va aller vers un autre système? Vous savez très bien que lorsque vous avez des petits lopins de terre, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas avoir les crédits nécessaires. Donc, les crédits pour les petits agriculteurs, d'accord qu'il faut les aider actuellement à éponger les dettes et puis à pouvoir survivre, mais il faut aussi trouver des solutions réelles et ne pas être dans cet endettement chronique qui ne permet pas à l'agriculture d'avancer finalement. Oui. Là, je voudrais vous poser une question. Compte tenu de la situation actuelle du pays et en voyant par laquelle on passe, avec l'inflation, avec l'endettement, qu'est-ce que vous proposez comme situation, comme solution? Comme batterie de mesures, disons, oui. Urgente, on va dire, parce que là, essayer de trouver l'équité sociale, la stabilité. Il vous faut du temps, mais là, actuellement, c'est urgent. Qu'est-ce que vous proposez? Revoir tout de suite le système de fiscalité, tout d'abord. Ça, la réforme fiscale, oui. Vous savez que si on va vers un système fiscal honnête, nous pouvons presque rajouter le tiers de ce que nous avons actuellement au niveau du budget de l'État, tout d'abord. Deuxièmement, il faut revoir la caisse de compensation, parce qu'il y a des produits qui sont anormalement compensés, et vous savez pertinemment... Par exemple, le café, le sucre. Donc vous cherchez une libéralisation, donc non, ce n'est pas une libéralisation, parce que vous savez pertinemment que des études ont été faites et qui prouvent que finalement, le consommateur ne profite que de 12% de la caisse de compensation. Il y a à peu près 88% de la caisse de compensation qui ne profite pas aux consommateurs. Donc ça aussi c'est à revoir. Il y a pas mal de choses au niveau de la caisse de compensation. Des commerces, des industries évidemment, qui ça et qui impactent, oui. Donc et puis, excusez-moi, autre mesure également, c'est la contrebande qui aujourd'hui représente 50% de l'économie de l'État. C'est énorme. Oui. Si Mohamed Jmour, tout à l'heure, si Naïfer a parlé des dettes, vous, dans votre programme, vous avez pensé éliminer ou ne pas donc se référer à ce qu'on appelle les dettes odieuses, donc que le régime antérieur à la Révolution, le régime du déchu, donc a contracté. C'est une position que vous avez donc de la Révolution, mais on trouve encore une fois cette disposition dans le programme électoral de votre parti. Oui, je crois que nous sommes les seuls à défendre le droit des Tunisiens. On doit se poser des questions alors. Oui, on doit être contracté par la Tunisie durant des décennies n'a pas toujours profité ni à la Tunisie ni au peuple tunisien. Une partie plus ou moins importante a été empochée par ceux qui gouvernaient, et en particulier le clan Ben Ali. Donc, et c'était au su et au vu des bailleurs de fonds, de ceux qui... Donc, ces bailleurs de fonds... Donc, vous les tenez pour complices également? Absolument, absolument. Donc, ils ne peuvent pas se dérober à leurs responsabilités. Et par conséquent, les Tunisiens sont en droit de refuser le remboursement de cette partie odieuse. Mais la partie dont la Tunisie a profité, la continuité de l'État, donc nous devons l'assumer. Et rappelons juste, excusez-moi de vous interrompre, qu'on a toujours refusé de faire un audit de cette dette-là. Oui, absolument. Jusqu'à présent, on n'a pas fait d'audit. Et ce qui nous a étonné, c'est que les gouvernements qui ont assuré la direction du pays après le 14 janvier se sont évertués à rembourser la dette et la période très difficile par laquelle passait le pays. Et on sentait que ces gouvernants, et particulièrement la Troïka, voulaient donner des gages à ces sphères internationales de bonne conduite. Et ils se souciaient davantage, beaucoup plus, de leur image de marque vis-à-vis à l'égard de ces sphères que des intérêts des Tunisiens. Et même les États-Unis. Les États-Unis, lorsque elles ont pris la Louisiane, ont refusé de rembourser les dettes de la à la Russie. Donc ce n'est pas vraiment une première. Et deuxièmement,
et qu'il y a d'autres pays qui ne cherchent pas toujours ou qui n'ont pas le souci de dominer. Les BRICS Oui, entre autres les BRICS. Je crois que nous avons intérêt à diversifier nos relations internationales, économiques et financières et à nous orienter vers ces pays. Et d'ailleurs, lors de la a attribué, à donner, à accorder à la Tunisie un prêt assez substantiel avec des conditions très raisonnables en dessous des taux d'intérêt pratiqués sur le marché financier international. Donc nous devons profiter de cette situation dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt de la Tunisie. D'accord. Une chanson, et puis je reviendrai avec vous, Sinef, par rapport à cette question des dettes odieuses. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre le fait donc de ne Dans le vif du sujet, avec Enis Moraï. Et de retour avec dans le vif du sujet avec Enis Moraï. Et l'ambiance, Rafef, elle est très détendue entre Oui. le représentant du parti Moubedre et le représentant de Jabal Charbé, oui. Peut-être que ça sera une des clés pareil, oui. après les élections. Hein. Oui, on l'espère Qui sait, en messieurs? tout cas. En tout cas, on rappelle nos invités pour ce matin, Monsieur Mohamed Djmour, le secrétaire général adjoint du Parti des Patriotes. Et Monsieur Zine Abdine Naïf second sur la liste du parti Al-Moubedra sur la circonscription Tunis 2. Et on revient avec... Question des dettes odieuses. El Moubedra, comment il pense traiter? Est-ce qu'il va dans le sens de ne pas donc respecter ces engagements-là qui, rappelons-le, sont allés essentiellement donc se greffer Tunisie avant le 14 janvier, ou est-ce que vous allez respecter donc ces échéances-là une fois que vous êtes au pouvoir? Venir sur ce que vous qualifiez de bonne ambiance, nous à El Moubedra, nous avons beaucoup de respect pour tous les partis et nous considérons que la vie politique doit être basée sur la différence des opinions et des orientations et l'enrichissement à partir de cette différence. Et nous avons très bien vu que durant ces 3 années, le fait que la scène politique devienne une arène, je ne dirais pas de gladiateurs parce que c'est pas le cas, mais une arène tout court de gens qui se combattent, qui s'insultent et qui ont vraiment donné une image très très basse de la vie intellectuelle, économique et politique de la Tunisie. Croyez-moi, ça a laissé le peuple tunisien dans un état de désespoir et de dépression totale. Voyons, entre guillemets, les élites dans cet état-là. Il est impératif aujourd'hui que la classe politique fasse preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup de maturité, de beaucoup de calme, et puis fasse preuve de beaucoup de compréhension et de collaboration les uns à l'égard des autres. Tous ceux qui sont dévoués à cet état, qui sont dévoués à la Tunisie, et uniquement à la Tunisie, pour le bien de la Tunisie et le bien des Tunisiens. Donc je reviens aux dettes. Voilà. Tout à l'heure, oui. Nous considérons que les dettes font partie de la souveraineté de l'État. C'est-à-dire qu'un État qui ne paye pas ses dettes est un État qui n'est pas souverain, est un État qui n'est pas fiable. Faire preuve de décision de cet ordre-là et de décider de ne pas payer. Mais les conséquences seront terribles, réellement terribles. Et ce qui serait encore plus grave, c'est de perpétuer une sorte de mentalité. C'est-à-dire que le prochain gouvernement, par exemple, décidera de ne pas payer les dettes de la Troïka. Et puis le gouvernement d'après décidera ça fera non seulement des antécédents, nous ne serons plus crédibles. Et aucun pays ne voudra, non pas, C'est pas que Tassoun Servanda, c'est Mohamed Djmour, un avocat, peut-être il sait de quoi s'agit-il, c'est-à-dire le respect de la parole donnée qui est un principe international. Voilà. Nous devons... La volonté
est vicié, le contrat est vicié, donc on peut le mettre en cause. Lorsqu'il y a un dol, lorsqu'il y a un vol, donc un contrat peut être renoncé, peut être remis en cause, je crois. Hein. Le vol ou les dettes odieuses, c'est une affaire interne. Les crédits, les relations internationales, la souveraineté de la Tunisie, la crédibilité de la Tunisie et des Tunisiens, c'est quelque chose de très vaste. Nous sommes un petit pays en termes géographiques, un grand pays en termes historiques. Nous sommes également un pays dont les ressources économiques ne sont pas énormes. Et l'un de nos principaux atouts, c'est notre crédibilité financière. Je voudrais aborder avec vous, messieurs, s'il vous plaît, une question qui est passée inaperçue à Afef dans la presse internationale, dans les médias, mais ô combien importantissime à mes yeux et aux yeux des Tunisiens, la question de l'énergie. La question de l'énergie, vous savez, la semaine dernière, l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets des lois vient de déchoir la loi relative donc à l'énergie. C'est en rapport avec une contradiction de l'article 13, le fameux article 13 de la Constitution, qui est révolutionnaire, qui parle donc de la bonne gestion des ressources naturelles et la propriété de ces ressources-là. Donc, pour le peuple tunisien, je n'ai pas vu la vérité dans vos programmes respectifs. D'abord aussi par balayer devant chez soi en matière d'énergie, reconsidérer peut-être les contrats d'exploitation, les contrats donc de gisements pétroliers. Si Mohamed Jmour. Nous savons que la Tunisie ne dispose pas de grandes richesses, ni de pétrole, ni de gaz. Mais la gestion et l'exploitation peut rapporter à la Tunisie des sommes assez respectables, comme elle peut les lui en priver. Oui. Bon. Je crois, jusqu'à présent, l'exploration a été toujours accordée à des sociétés étrangères, alors que la Tunisie dispose de sociétés et de compétences en la matière. Nous avons même des sociétés qui ont travaillé en Égypte, une société Nous avons des compétences qui travaillent aux États-Unis, en Serbie, etc. Donc, je crois c'est une question de volonté politique. Est-ce qu'on veut que nous exploitons, nous mettons en œuvre tout notre potentiel et notre intelligence au profit du pays, oui ou non? Il faudrait revoir toutes ces concessions, pas une concession, c'est permis. Et il faudrait aussi rétablir, revaloriser ou réhabiliter le rôle de l'État et créer une entreprise nationale avec la participation des sociétés privées tunisiennes, mais on peut créer une société d'exploration pétrolière. Comme on peut aussi, et c'est à l'État aussi, parce que le capital privé tunisien ne peut pas créer une raffinerie. La révision des contrats de concession, qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'à présent, et on a tous les contrats qui ne sont pas équilibrés, qui ne tiennent pas compte réellement des intérêts de la Tunisie, doivent être revus, dénoncés, peut-être, et cela n'altère pas la fiabilité de l'État. Je crois que l'État doit se soucier davantage de la confiance de son peuple plutôt que de bailleurs de fonds. Voilà, justement. Et je crois qu'il ne faut pas vraiment créer un état de psychose chez les Tunisiens. Le fait de différer ou de renoncer ou de ne pas rembourser une dette odieuse ou de demander le rééchelonnement d'une partie de la dette n'altérera jamais l'image de marque de la révolution tunisienne et ni de l'État tunisien. Les États qui l'ont déjà fait existent toujours et ont toujours la respectabilité des autres États. Voilà. Justement, excusez-moi, c'est Jmour. Tout à l'heure, vous avez parlé, disons, du fait de non payer la dette. Maintenant, vous parlez du rééchelonnement. Non, j'ai parlé de la dette odieuse. Nous ne la rembourserons pas. D'accord. Ce sont deux choses différentes, quand même. Oui, absolument. Il y a 4 jours sur un plateau de télévision, Silhememi a parlé d'une période de grâce de 5 ans
et avait dit que nous, à Jebel Shabia, nous avons changé d'opinion concernant le non-paiement de la dette odieuse. Donc, finalement, je ne comprends pas très bien le positionnement de Jebel Shabia concernant est-ce qu'il s'agit de ne pas payer, est-ce qu'il s'agit Je crois que vous n'avez pas bien saisi ce On donnera l'occasion à Si Mohamed de parler de ça, mais auparavant, je voudrais bien... Oui, il va vous répondre, mais je voudrais bien d'abord, puisque vous êtes là pour présenter votre programme, par rapport à la question de l'énergie. Tout d'abord, la question de l'énergie doit être revue d'une manière beaucoup plus large. Il y a les énergies renouvelables. Nous devons développer les énergies renouvelables. Nous avons un pays, nous avons 8 mois de soleil, 8 mois de lumière par année, et nous devons exploiter cette énergie voltaïque, cette surcharge. Les contrats de concession? Alors, les contrats de concession. Tout d'abord, les contrats de concession qui se font avec des multinationales ne sont pas des contrats isolés. Ça rentre toujours dans le cadre des grosses conventions internationales et ça rentre toujours dans le cadre des conventions avec des holdings et des pays. D'où les clauses léonines que vient de dire, j'explique un peu, excusez-moi, c'est neuf pour les clauses léonines essentiellement. Oui. Quand vous parlez, par exemple, de l'importation des voitures, on oublie que l'importation des voitures est liée aussi par d'autres contrats, c'est-à-dire les contrats des pièces de rechange qui sont fabriquées en Tunisie, les contrats de certains composants des véhicules qui sont fabriqués en Tunisie. C'est des contrats beaucoup plus larges et beaucoup plus compliqués que le fait d'exploiter un gisement. Ceci dit, nous devons toujours penser à l'intérêt de la Tunisie avant de penser à tout autre intérêt. Tout contrat qui ne permet pas au peuple tunisien et qui ne permet pas à l'État tunisien de jouir convenablement et équitablement et justement de ses richesses est un contrat à revoir. C'est une règle générale. Mais la précaution, c'est de ne jamais voir les choses... Annuler des contrats pêle-mêle, c'est ça ce que vous êtes en train de dire. Oui, laissez-moi vous répondre. C'est de ne jamais voir les choses d'un seul angle. On ne peut pas voir les choses d'un seul angle. L'économie nationale est une entité. C'est des conventions avec des pays, avec des continents. Vous ne pouvez pas toucher quelque chose de différent. Au niveau du principe, nous ne pouvons pas nous allier ou travailler dans le cadre d'un gouvernement à projet national, non pas un gouvernement d'union nationale, mais à projet national. Nous ne pouvons nous allier qu'avec ceux qui croient que la Tunisie est un pays indépendant, souverain, que c'est un pays qui a évolué, respecte le code du statut personnel, que c'est un pays qui n'a aucune allégeance étrangère à d'autres Émirats, d'accord, donc qui respecte la souveraineté de l'État tunisien et qui respecte aussi le processus d'évolution de la Tunisie. Il est hors de question que nous soyons dans un processus de rétrocession. Bien. Ça, c'est au niveau du cadre général. Maintenant, ce que nous préconisons en tant que parti El Moubedra, il faut qu'il y ait un programme commun, et autour de ce programme, il y ait un gouvernement en accord avec ce programme, avec l'intervention par la suite de l'UGTT et de l'UTK. Parce qu'il est indispensable que le gouvernement et les composantes patronales et syndicales mettent la main dans la main pour, tout d'abord, arriver à une paix sociale, arrêter les grèves, arrêter les surenchères des salaires, les décisions complètement en dehors du contexte. Une paix sociale est nécessaire quand vous voyez le rythme des grèves aujourd'hui, d'accord. Ça donnera de l'espoir aux Tunisiens, ça lui permettra de travailler, et puis ça permettra d'élaborer un programme où le gouvernement pourra travailler avec une forte majorité au sein d'un programme uni. C'est le programme qui va nous unifier. François Bayrou disait il faut une majorité autour d'un programme. D'accord. Juste une question. Par rapport au présidentiel, c'est autre chose. Oui, justement, par rapport au présidentiel, mais là, je voudrais donc demander à Si Mohamed Jmoul, parce que ce sera peut-être la dernière intervention dans cette émission. Si Mohamed, vous, avec qui vous allez-vous vous allier après si vous les envisagez, si vous envisagez, donc.
D'abord, je suis d'accord avec vous pour dire ou pour prédire que le Parlement connaîtra une mosaïque, un émiettement très important. Et c'est la conséquence de ce choix délibéré de Nahda particulièrement, qui a voté une loi qui a refusé, Nahda et consorts qui ont refusé qu'il y ait des barrages tels que le parrainage, tels que le financement préalable des listes candidates et le seuil électoral de 3%. Justement. Oui. Donc tout cela a été refusé et nous aboutirons à ce paysage-là. Donc ça ne sera pas facile de constituer d'abord un gouvernement. Mais de toutes les manières, le Front populaire veut redonner de l'espoir, de la confiance aux Tunisiennes et Tunisiens. Veut réhabiliter le rôle de l'État, veut réhabiliter tout, veut réhabiliter toutes les couches et les entreprises et toutes les capacités tunisiennes. Nous sommes pour un gouvernement vraiment pas d'unité nationale, mais c'est un gouvernement de coalition, mais sur la base de programmes. Deux programmes. D'abord, il y a des principes sur lesquels nous ne transigeons pas, sur la nature de l'État, un État civil, un État démocratique et un État social. C'est une république sociale que nous voulons. C'est une république qui tient à sa souveraineté, un gouvernement qui tient à la souveraineté, qui tient aussi à continuer à réaliser les aspirations du peuple tunisien. Pour des alliances. Oui. Nous avons un programme. Répondez juste à une question parce que le temps là. Nous avons notre programme. Oui. Nous allons, tous ceux qui sont prêts à discuter notre programme et s'allier à notre programme, bien sûr avec des modifications, nous acceptons Est-ce qu'on peut voir Jabal Charbet dans une coalition avec le parti Nahda? Cette éventualité n'est pas envisagée. N'est pas à envisager. Pourtant, Nahda a soutenu Hama Hamami. Nahda, un député de Nahda a parrainé, monsieur. Deux députés. Non, un député de Nahda, deux du CPR. Oui. Je crois que Hama Hamami n'avait pas besoin de ce parrainage. Il a eu 19 000 parrainages des citoyens. On n'avait pas besoin de ce parrainage, d'autant plus qu'il vient, entre autres, de trois députés issus de la Troïka et qui ont des positions à l'égard des positions viscérales à l'égard du Front populaire. Je crois que ça reste Je remarque que vous n'êtes pas catégorique quand même. On remercie infiniment nos invités pour ce matin. Merci beaucoup. Merci Monsieur Mohamed Jmoul, secrétaire général adjoint du Parti des Patriotes Démocrates Unifiés. Merci beaucoup Monsieur Zine Abdil Naïfal Second sur la liste du Parti Al-Moubedra sur la circonscription de Tunis 2. Merci Nice. On se retrouve mercredi prochain après les élections, Inch'Allah. D'ici là, porte-toi bien. Il y a beaucoup de rendez-vous également, peut-être qu'on devrait dire à nos auditeurs. Le prochain rendez-vous, c'est pour samedi. C'est pour samedi, pour les élections à l'étranger, et ensuite une couverture spéciale le dimanche. Voilà. Alors, on remet notre rendez-vous pour demain. Bonne journée à toutes et à tous et au revoir. Au revoir.